Allez, il se baisser. Ça va? Ça va, ça va. Allez. Ça va? Ça va. Allez, je vous en prie, rentrez. Bonjour. Bonjour. Venez vous asseoir. Pardon. Allez. Allez. Quoi, ça va pour ça? Ça va, ça va. La santé? La santé, ça se maintient avec les médicaments. Avec les médicaments, mais toi aussi? En 1947, Staline a envoyé un message dans le monde entier pour les Français, enfin pour les gens d'origine arménienne qui voulaient revenir au pays. Ils ont organisé un retour au pays. Ils ont envoyé un grand bateau, le Rossia. Nous étions des milliers dessus à rentrer. Et à moitié chemin, les vivres, ce qui veut dire le pain blanc, est terminé. On nous a présenté, avant d'arriver en mer Noire, un pain que personne d'entre nous n'a réussi à manger. Et après quelques jours, 2 jours après, nous sommes arrivés en Géorgie, en Union soviétique, en Géorgie, à l'aéroport de Batumi. On est descendu du bateau, ils nous ont mis dans un camp où on est resté assez longtemps jusqu'à un train devait nous ramener en Arménie, à Yerevan. Et à la descente du bateau, ils nous ont pris tous les documents étrangers dont nous étions en possession. Quel genre de documents? Tout. Ils nous ont pris tous les documents, carte d'identité, livret de... tous les documents étrangers, parce que ils avaient peur que quelqu'un utilise un espion, quelque chose pour l'espionnage, quelque chose comme ça. Ils nous ont pris tous les bateaux. Il y avait des grandes corbeilles comme ça, à l'entrée du port, comme ça, en descendant du bateau. Ils nous ont pris tous les documents. Nous sommes arrivés là-bas sans documents. Puis après, ils nous ont fouillé les bagages, comme on peut dire, les marchandises, tout ce que nos affaires, ils nous ont fouillé, ils ont démoli toutes les caisses pour voir, soi-disant, s'il y a des armes ou quelque chose qui nuirait au système soviétique. Et après quelques jours, le train est arrivé. Après quelques jours difficiles, parce que la nourriture, c'était l'après-guerre, ils n'en avaient même pas pour eux. Quelques jours, nous avons pris le train et ils nous ont en direction de Yerevan. À l'entrée de la frontière arménienne, il y a la ville d'Allavedi qui était la 4e ville, une ville industrielle. Ils nous ont emmenés là. Et comme mon père, dans les documents, avait écrit qu'il était commerçant à Toulouse, ils nous ont emmenés dans un endroit où il n'y avait que des exilés en punition comme ça. Nous avons passé là une période très difficile. Moi, ils m'ont envoyé dans une usine où on fabriquait du cuivre, de l'acide sulfurique, des produits chimiques. J'ai travaillé là pendant 6 mois. Entre-temps, mon père est allé à Tiflis, capitale de la Géorgie. Il a trouvé des gens aisés avec lesquels il a discuté. Il a ramené ces gens. Ces gens sont arrivés avec une camionnette. Ils ont rempli tout ce que nous avions. Ils lui ont donné un peu de roubles, ce qui nous a permis de nous déplacer et d'aller à Yerevan. Mon père est allé à Yerevan, il a trouvé avec de l'argent des gens qui nous ont inscrits, et qui nous ont donné le droit d'entrer dans les villes, parce que les villes en Union soviétique, jusqu'en 1972, notre retour en Union soviétique, les gens doivent mourir où ils sont nés. On ne peut pas aller de ville en ville, on ne peut pas bouger. Vous êtes kolkhozien, vous restez kolkhozien. Vous êtes ouvrier d'usine, vous restez dans votre usine jusqu'à la fin.
Après, donc, on est resté, et cette personne qui a, avec de l'argent, qui nous a enregistrés, parce que c'était la question de se faire enregistrer, nous a logés pendant 6 mois à peu près. Puis après, papa, avec le reste de l'argent, il a acheté une maison vraiment comme en terre. Terre par terre, les murs en terre, le toit en terre, tout en terre. Là, nous avons vécu sans doute 2 ans. Puis après, le gouvernement nous a donné un crédit et nous avons construit notre maison hors de la ville, dans la banlieue, où nous avons vécu mon frère André jusqu'en 70, où il a réussi à rentrer en France, à revenir en France. Et nous, avec mon autre frère Antoine, en 72, grâce aux documents, à la demande qu'avait fait André auprès du gouvernement et soviétique et français, il y avait partout comme il le fallait, en 72, nous avons réussi, en avril, à revenir en France. D'abord, premièrement, la propagande était très forte. On leur a dit, vous savez, les poules pondent sous les murs, il n'y a personne pour les ramasser, et le robinet, c'est pas de l'eau qui coule, c'est du lait, et il n'y a personne pour le prendre. Ils ont cru à ça, en plus. La propagande était très forte. Ils ont cru à cette propagande, plus que mon père, en plus, était très patriote, lui, c'était l'arménien. Il voulait que ses enfants soient arméniens, et restent arméniens, comme lui. Et c'est pour ça qu'il a voulu partir. Et pourtant, tout le monde est né en France. Et pourtant, tout le monde était né en France, mais lui, son rêve, c'était l'Arménie qu'il ne connaissait pas, qu'il n'avait jamais vu, puisqu'il était né en Turquie, qu'il avait vécu en Turquie. Voilà. Il était rescapé. Il est rescapé du génocide. C'est pour ça qu'il a voulu rentrer en France. Et finalement, bon, on a fait les bagages, comme vous le savez, et on est parti. Vous étiez combien de France à partir en Union soviétique? On était 3500. Il y a eu 2 convois. 2 convois, donc de 3500 personnes. Un au mois de septembre et un au mois de décembre. Donc 7000 personnes. Et la majorité, puisqu'il y avait beaucoup d'enfants, étaient français. Par exemple, nous, on était 4 quand même français là-dedans. Les parents, bon, on n'était pas français. Et on était des milliers de Français, des Français qui rêvaient de la France quand nous sommes arrivés là-bas. Comment s'est passé le voyage sur ces bateaux jusqu'à l'arrivée en Union soviétique? Bon, c'était l'euphorie, tout le monde croyait au bonheur au début. On nous a filé du pain blanc en nous disant, regardez ce qu'on mange, en France, il n'y en a pas du pain blanc comme ça. Mais quand on est arrivé en pleine mer, c'est fini le pain blanc, il a tourné de couleur, il est devenu tout noir. Et ensuite on nous annonce en pleine mer que dorénavant, vous n'êtes plus français, les Français, vous êtes sur un bateau soviétique et vous êtes citoyen soviétique. Les radios du bord qui annonçaient ça. Et voilà, ils demandaient aux gens de jeter leurs papiers par-dessus le bord ou bien de les jeter dans une caisse pour... Et c'est là qu'ils nous ont annoncé qu'on était dorénavant arméniens d'origine... on était citoyens soviétiques d'origine arménienne. Et voilà, ça s'arrêtait là. Comment vous avez été accueillis? Mal. Mal, les gens du pays l'ont mal pris parce qu'ils avaient faim déjà eux. Et voyant tout ce monde débarquer dans une ville, parce que Yerevan à l'époque, c'était moyenâgeux. Complètement moyenâgeux. Les gens étaient très mal habillés, ils n'avaient rien pour s'habiller, pour se chausser. Ils n'avaient rien pour manger. Et en plus, ils disaient, voilà, vous êtes venus pour manger notre pain, le peu qu'on avait. Ils nous en voulaient à cause de ça. Ce n'est pas les 3000 Français qu'il y avait. Il y avait 100 000, 150 000 réfugiés qui sont venus de l'Arménie, c'est un petit pays. Il n'y a pas de place pour tout ce monde-là. On les a casés n'importe où. C'était affreux, affreux, affreux. Non, on a été mal accueillis parce qu'on est arrivé à un moment où ce peuple crevait de faim, n'avait rien à manger. Et quand on balance tout ce monde, les 7000 Français, et plus tous ceux qui sont venus de la diaspora, les 100 ou 150 000, ça faisait un manque à gagner pour les gens qui n'avaient déjà rien à manger. Tu comprends?
Ça fait que les gens, ça leur plaisait pas notre arrivée. Et en somme, ils avaient raison aussi. Ils avaient raison. Avec une arrière-pensée, quand on réfléchit, effectivement, on est allé, on leur a pris le dernier morceau de pain qu'ils avaient à manger. Ouais. Ils n'avaient rien déjà, on leur a pris ce petit morceau même, en plus. Et l'entente était mauvaise entre eux et nous, parce que nous, on revenait d'un pays capitaliste avec des caisses pleines, des poches pleines. On était sapés, on avait tout ce qu'il nous fallait, et eux n'avaient rien. Il y avait une jalousie aussi, de nous voir débarquer comme ça. Donc l'installation a été longue à se faire dans la capitale. Au début, on nous envoyait dans un patelin, à la Berry, et encore, c'est pas dans la ville, c'était à 5-6 km, où il n'y avait pas de route même pour accéder dans les montagnes, dans une maison, une chambre. Il fallait passer par le chemin de fer pour y accéder. Et là, on a galéré pendant 6 mois. Et le confort au quotidien, la vie au quotidien, il y avait de l'électricité, l'eau? Il n'y avait rien. Une lampe à pétrole, et il y avait une source, heureusement qu'on était au flanc d'une montagne, on prenait l'eau de la source qui coulait. Et il fallait faire 6 km à pied pour aller chercher un morceau de pain dans la ville, quand il y en avait. Et on se chauffait, il y avait, heureusement qu'il y avait un torrent qui passait, et quand le torrent débordait un peu, il charriait du bois, on allait tous les trois là, ramasser, à nos risques et périls, de se faire emporter, d'ailleurs on a failli se faire emporter tous les deux, par le torrent, pour ramasser un morceau de bois et faire de la cuisine. On se chauffait l'hiver. Et ça a duré 6 mois. Jusqu'au jour où on a pu déménager et aller à... Mais vous aviez le droit de venir vous installer dans la capitale? Vous avez le droit de Non, on n'avait pas le droit. À l'époque, il fallait les laisser passer. Où que il fallait en laisser passer à l'époque. Même si tu changeais de quartier, même, il fallait les laisser passer. Et mon père s'était arrangé en vendant ce qu'on avait pour avoir un droit de déménager à Yerevan. Avec de l'argent, évidemment. Donc vous êtes installé dans la capitale? Et on s'est installé dans la capitale. L'un des tout, non, il avait pris, je crois, un droit. Oui, il avait de l'argent. Oui, il avait de l'argent, oui. Et là, avec cet argent, il a acheté aussi une petite baraque avec une maison. Elle faisait même pas cette chambre. 6 personnes là-dedans. Il n'y avait pas de lit, il n'y avait pas de meubles, il n'y avait rien. On couchait sur des caisses qu'on avait amenées de France. Sur les caisses même, on couchait. À même le sol, en terre. Et vous parliez quelle langue entre vous? Français, toujours. Avec les parents arméniens. Et beaucoup de français avec les parents aussi, souvent, ma mère surtout. D'ailleurs, l'arménien, on ne le connaissait pas bien quand on est parti en Arménie. On ne connaissait pas bien l'arménien, et encore moins l'arménien, la langue arménienne du pays, qui n'a aucune ressemblance avec l'arménien occidental. Ce n'était pas le même. Le peu qu'on savait, ils ne comprenaient pas, et nous, on ne les comprenait pas, eux. Alors la vie au quotidien dans ces années-là était vraiment misérable. Il n'y avait absolument rien. Je me souviens même, papa, il a échangé un service de cristal, des verres, une carafe, je me souviens comme aujourd'hui, pour une flûte de pain. Il n'y avait rien. Rien. Il n'y avait pas de paradis. On n'a pas vu de paradis. Il n'y avait pas de paradis, c'était de la fausse politique qu'ils ont fait. Ils nous ont trompés. Et le paradis, on ne l'a pas vu. On n'a jamais vu le paradis. On a vu la misère. Hein. Voilà où c'est ce qu'on a vu. De la misère. Hein. De la misère noire en plus. Avec la peur. On rêvait que de la France. Hein. Nuit et jour. Au travail, partout. Et on faisait de telle façon même de travailler dans des entreprises où il y avait beaucoup de Français pour être ensemble même, pour parler que le français entre nous. On a toujours cherché ça même. Et c'est ça qui nous a aidés à ne pas oublier le français pendant tant d'années. Est-ce que vous pouviez en parler librement à l'époque de vos... Oui, mais ça leur plaisait pas.
ça leur plaisait pas. De nous entendre parler français. Oui, oui, ça leur plaisait pas. Ils avaient l'impression que je sais pas moi, on les injuriait ou nous rêvions de la France, toujours, nuit et jour, au travail, partout. Et on rêvait très fort, avec même la peur que le KGB l'entende dans notre rêve. Tellement qu'on en avait peur. La France, le retour en France, toujours le retour en France. C'était toujours ça notre rêve. On se rassemblait entre Français. On faisait comme on appelle des surprises de parties. Avec des disques qu'on avait rapportés de France et qu'on passait clandestinement, car ces musiques étaient interdites. Il était interdit de danser ou le foxtrot, ou le tango, il fallait danser ou la polka ou la valse. Et sinon, tu avais droit. Tu avais droit, c'était le koulak. Et oui, le KGB qui venait que de tomber dessus, il ne fallait pas. C'était des musiques interdites. Et donc, les Français en Arménie, sur place, vous vous retrouviez entre vous? Et voilà, et c'est comme ça qu'on se retrouvait souvent entre nous. Et on faisait la fête entre nous. Et en français, on faisait la fête, en plus. Toujours en français, là. Tu la connais, toi aussi? Je le raconterai un peu, toi aussi. Non, c'est la tienne. On était en pleine surprise. On était en pleine surprise de partie. Et il y en a un qui est parti aux toilettes. Et comme dans les journaux quotidiens. Et comment le papier toilette n'existe pas? Ouais, le papier aux toilettes n'existait pas. Les journaux quotidiens, bon, il fallait aller aux toilettes avec les journaux. La première page, toujours, il y avait la photo de Staline, mais tous les jours. Le gars est parti aux toilettes avec la première page. Et on n'a plus revu. Parce qu'il s'est torché avec la première page. Oui. On l'a plus revu. Il est parti, le mec, quelqu'un l'a dénoncé. Bon, en 1952, étant donné qu'on avait déjà 5 ans d'ancienneté dans ce pays, donc on avait confiance. Ils ont commencé à mobiliser. La preuve, mes frères ne sont pas allés faire le service militaire parce qu'ils n'avaient pas encore les 5 ans d'ancienneté, comme ils disent. Et là, je suis parti, on m'a amené dans des wagons de bestiaux pendant 13 jours jusqu'à la frontière polonaise en Biélorussie. Là, je suis resté 6 mois en Biélorussie. Alors c'était vraiment, après la guerre, c'était pas la joie parce que là aussi, à l'armée aussi, c'était presque la famine aussi, presque la famine, pendant le service militaire. Et en plus, on vous bourrait le crâne de sottises qui ne tenaient pas, pour moi, qui revenais de l'Occident, debout sur les pays occidentaux. Et moi, de temps en temps, je contestais leur dire. Et ça leur plaisait pas. Le peu que je comprenais, je leur envoyais la balle. Et ça leur a pas plu. Et 6 mois après, rebelote, rewagon de bestiaux, 17 jours de trajet, direction la Sibérie. Au Goulag? Au Goulag, près de la frontière mongole, dans l'Altaï, le monde de l'Altaï. Voilà. Et là, après avoir passé 2 ans et demi à faire des travaux, pénibles évidemment, j'ai été libéré. Ouais, tu pourrais dire, bien que toutes les radios du monde occidental étaient brouillées, on ne pouvait même pas prendre la France. Un d'entre nous a entendu que le ministre des Affaires étrangères, Christian Pinault, avait demandé à venir à Yerevan en Arménie. Alors, Moscou a accepté, mais il ne s'attendait pas à ça, ça a été une surprise pour eux. Sans ça, ils ne l'auraient pas envoyé. Après, c'était la première manifestation de l'ère soviétique. C'était la première et dernière. Alors. Avec un étranger. Et Pinault est arrivé, il y a eu cette manifestation qui les a vraiment bouleversés, ils ne s'attendaient pas à ça. Jamais on aurait cru qu'une poignée
de Français qui avaient en Arménie aurait pu bouleverser presque l'Union soviétique, parce que ça n'avait jamais eu lieu, une manif pareille dans ce pays. Ça avait été toujours réprimé dans l'œuf. On ne pouvait pas la faire. Seulement, c'est qu'on les a pris à froid, nous. Nous sommes allés nous planquer à l'aérodrome avant que l'avion arrive. Le KGB ne savait rien. Et c'est au bout d'un bon moment, quand les avions sont arrivés, nous sommes sortis, ils ont téléphoné, ils ont envoyé les escadrons. Autrement, personne ne savait rien. C'était très bien organisé de la part des Français. Il s'est passé, on a assailli M. Christian Pinault, on lui a bourré les poches de lettres de demande de retour en France. Et le soir même, en écoutant la radio, nous avons entendu encore dire par la bouche de Madame Pinault qu'elle se croyait en France, elle aussi, et qu'elle était très émue par ces enfants qui ont été jetés dans ses bras. Que demander au ministre des Affaires étrangères français, Christian Pinault, en 1956 ? Ces Français qui sont venus le voir. Les Français demandaient leur retour en tant que Français, en France. Je me suis trouvé noyé dans la foule des manifestants, me parlant à tort et à travers de leur situation, des malheurs qu'ils avaient eus, tout ce qu'on peut raconter quand on veut revenir en France et qu'on veut quitter l'Union soviétique. Et ils ont eu des termes d'ailleurs qui m'ont surpris parce qu'ils étaient très violents contre les soviets, en disant nous sommes ici très malheureux, nous sommes comme des esclaves, on ne reconnaît pas nos droits, on ne reconnaît pas notre culture, on ne reconnaît rien, etc. Ramenez-nous en France. Alors je lui réponds tout de suite, je ne peux pas vous ramener en France, c'est pas possible, vous vous rendez bien compte. Je ne peux pas le faire sans l'accord du gouvernement soviétique et je ne l'aurai pas. Enfin, je ferai tout mon possible pour essayer de rapatrier un certain nombre de familles. Monsieur le ministre, aux yeux de la loi française, ces Arméniens étaient encore français. Aux yeux de la loi française, oui, c'est ce que j'ai fait valoir ensuite quand je suis intervenu auprès du gouvernement soviétique pour essayer d'en faire libérer le maximum. Mais vous savez combien de familles j'ai fait libérer dans les 8 jours ? 60 familles, c'est rien. Je voudrais savoir si, avant votre départ, le Quai d'Orsay vous avait préparé un dossier. Pas du tout. Rien. Vous avez été déporté. Donc, vous savez ce que sont les camps. Et quand on sait aujourd'hui ce qui s'est passé dans les camps soviétiques, quand on sait le nombre de millions d'hommes qui y sont passés, ne croyez-vous pas que ce dossier aurait dû être inscrit en priorité dans nos relations avec l'Union soviétique ? Je le crois. Je le crois. Mais il y a eu tellement de priorités à cette époque. 2 ans après le voyage de Christian Pinault, Madame Bellikian adresse une supplique désespérée au général de Gaulle. Monsieur Pinault nous avait donné sa parole de s'occuper de notre rapatriement. Hélas, 2 années ont passé, et nous sommes dans l'ignorance la plus complète. Aussi, j'ose vous demander, mon général, de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour faire rentrer toute cette jeunesse. Il y aura bientôt 11 ans que nous avons quitté notre chère patrie. En 1958, le ministre des Affaires étrangères en charge de ce dossier s'appelle Maurice Couve de Murville. Je n'ai pas le souvenir d'avoir eu à m'occuper personnellement de cette affaire, et probablement était-elle déjà non pas réglée, mais disons dépassée par le fait qu'il ne s'était rien produit s'agissant du sort de ces Arméniens français. Monsieur le ministre, quelle était l'importance accordée à ce dossier des Français du Goulag ? C'est difficile de répondre sur une question de cette nature. C'était important sentimentalement.
et en quelque sorte historiquement. Mais ça ne jouait pas un rôle direct dans les relations franco-soviétiques de l'époque, telles qu'elles se développaient depuis les débuts de la guerre froide. Un visa de sortie, 14 ans. 14 ans en écrivant presque tous les soirs à toutes les autorités soviétiques. Toutes. Même au pape, j'ai écrit. Au Vatican. Il m'avait envoyé une photo avec sa bénédiction. Et à la France, vous avez fait du courrier en France? Partout, on écrivait, partout. Aux rédacteurs des Pravda, des Izvestia, des Komsomol, partout. Aux rédactions, au ministère des Affaires étrangères soviétiques, tout. Les Migoyans, les Boulganines, 2 fois par semaine. Hein. Nous avions rendez-vous 2 fois par semaine au bureau des visas. C'était le KGB. 2 fois par semaine, nous étions là, à se rassembler devant le... Et on faisait des manifs, on allait devant le KGB ou devant les... Oui. On se faisait huer par les gens du pays, on nous traitait de traîtres, de tout. Mais on y allait quand même, on fonçait. Avec la peur au ventre, quand même. Jusqu'au jour où on a réussi. Ça vous a pris 14 ans pour revenir en France? Oui, monsieur. 14 ans. 14 ans de démarche. J'ai passé des nuits blanches à m'asseoir, parce qu'il n'y avait pas de photocopie à l'époque, hein, à faire des lettres. Des nuits entières. Voilà, avec Claude.